包法利夫人第12章。我刚才非常荣幸，药剂师说，和你的丈夫谈到那个丢下房屋远走高飞的亚诺达，由于他挥金如土，才给你们留下了荣镇最舒适的一座房子。这房子对医生特别方便的是有一个小门通到一条小路，进进出出都没有人看见。此外，对住家的人来说，一切方便都不缺少，洗衣房、厨房带配膳室、起居室、水果储藏室等等。这个亚诺达是个浪荡子，什么也不在乎。他在花园尽头水池边上搭了一个花棚，专为夏天喝啤酒用。要是夫人喜欢园艺，不妨……我的妻子不搞这套，夏尔说。虽然有人劝他多动动，他却老是喜欢待在房里看书。这也和我一样，莱昂接过去说，的确，还有什么比在炉旁夜读更惬意的呢？让风吹打玻璃窗吧，让灯点着吧。可不是。他睁开又大又黑的眼睛盯着他说，你什么也不想。他继续说，时间就过去了，你一动不动就可以神游你想看到的地方。你的思想和小说难分难解，不是亲身体会细节，就是追随故事的来龙去脉。思想和书中人打成一片，似乎是你穿了他们的衣服，在心惊肉跳一样。说得对，说得对，他说。你有没有碰到过这种情况？莱昂接着说，在书里看到似曾相识的念头，若远若近的形象，却表达了你最细腻的感情。有的，有的，他回答道。因此，他说，我特别喜欢诗人，觉得诗比散文更含情脉脉，更能使人流泪。不过，诗读久了也会生厌，艾玛反驳说。现在相反，我倒喜欢一气呵成、惊心动魄的故事。我最讨厌平庸的人物，有节制的感情，那和日常见到的人一样。的确，实习生指出，这样的作品不能感动人，在我看来，就脱离了艺术的真正目的。人生的幻想很容易破灭，如果在思想上能和高尚的性格、纯洁的感情、幸福的情景挂上钩，那是多么美好呀！就说我吧，住在这里，远离大世界，不看书还有什么消遣呢？荣镇能提供的娱乐实在是太少了。当然，就像托特一样，艾玛接着说，因此我从前一直在图书馆借书看。要是夫人肯赏光，药剂师听到最后一句话，就说，我倒有一架好书，可供夫人随意使用。书的作者都是名人，伏尔泰、卢梭、德利尔、华特斯克特、专栏回声等等。此外，我还收到各种期刊，其中卢王灯塔天天送来，因为我是该刊的在比舍、福吉、新堡地区和荣镇一带的通讯员。他们的晚餐吃了2个半小时，因为阿特米斯这个侍女穿着一双粗布拖鞋，懒洋洋地在石地板上拖拖拉拉走着，端了一个盘子，再端一个盘子，丢三落四，什么也不懂。老是开了台球房的门就不关，让门栓的尖头不断在墙上碰得咔嗒响。C'est comme j'avais l'honneur, dit le pharmacien, de l'exprimer à monsieur, votre époux, à propos de ce pauvre Yanoda qui s'est enfui. Vous trouverez, grâce aux folies qu'il a faites, jouir d'une des maisons les plus confortables d'Onville. Ce qu'elle a principalement de commode pour un médecin, c'est une porte sur l'allée qui permet d'entrer et de sortir sans être vue. D'ailleurs, elle est fournie de tout ce qui est agréable à un ménage. Buanderie, cuisine avec office,
salon de famille, fruitier, etc. C'était un gaillard qui ne regardait pas. Il s'était fait construire, au bout du jardin, à côté de l'eau, une tonnelle tout exprès pour boire de la bière en été. Et si madame aime le jardinage, elle pourra. Ma femme ne s'en occupe guère, dit Charles. Elle aime mieux, quoi qu'on lui recommande l'exercice. Toujours rester dans sa chambre, à lire. C'est qu'à moi, répliqua Léon. Quelle meilleure chose, en fait, que d'être le soir au coin du feu avec un livre, pendant que le vent bat les carreaux, que la lampe brûle. N'est-ce pas? Dit-elle, en fixant sur lui ses grands yeux noirs tout ouverts. On ne songe à rien, continuait-il. Les heures passent. On se promène immobile dans des pays que l'on croit voir, et votre pensée, s'enlaçant à la fiction, se joue dans les détails ou poursuit le contour des aventures. Elle se mêle aux personnages. Il semble que c'est vous qui palpitez sous leur costume. C'est vrai, disait-elle. Vous est-il arrivé parfois, reprit Léon, de rencontrer dans un livre une idée vague que l'on a eue, quelque image obscurie qui revient de loin, et comme l'exposition entière de votre sentiment le plus dédié, j'ai éprouvé cela, répondit-elle. C'était pourquoi, dit-il, j'aime surtout les poètes, je trouve les vers plus tendres que la prose, et qu'ils font bien mieux pleurer. Cependant, ils le fatiguent à la longue, reprit Emma. Et maintenant, au contraire, j'adore les histoires qui se suivent tout d'une haleine, où l'on a peur. Je déteste les héros communs et les sentiments tempérés, comme il y en a dans la nature. En effet, observa le clerc, ces ouvrages ne touchant pas le cœur, s'écartent, il me semble, du vrai but de l'art. Il est si doux, parmi les désenchantements de la vie, de pouvoir se reporter en idée sur des nobles caractères, des affections pures et des tables de bonheur. Quant à moi, vivant ici, loin du monde, c'est ma seule distraction. Millionville offre si peu de ressources. Comme Toast, sans doute, reprit Emma. Aussi j'étais toujours abandonnée à un cabinet de lecture. Si madame veut me faire l'honneur d'en user, dit le pharmacien, qui venait d'entendre ces derniers mots. J'ai moi-même à sa disposition une bibliothèque composée des meilleurs auteurs, Voltaire, Rousseau, Delisle, Walter Scott, l'écho des feuilletons, etc. Et je reçois de plus différents feuilles périodiques, parmi lesquels le Fanal de Rouen, quotidiennement, ayant l'avantage d'en être le correspondant pour les circonscriptions de Buchy, Forges, Neufchâtel, Yonville et les alentours. Depuis 2h30, on était à table, car la servante Artémise, traînant nonchalamment sur les carreaux ses savates de lisière, apportait les assiettes les unes après les autres, oubliait tout, n'entendait à rien et sans cesse laissait entrebâiller la porte du billard qui battait contre le mur du bout de sa cloche. 莱昂一面说话，一面不知不觉地把脚踩在包法利夫人椅子的横档上。他系了一条蓝缎小领带，使有管状褶皱的细麻布衣领变得笔挺，好像折领一样。只要他的头上下一动，他的上半边面孔就会轻盈地藏进他的视景，或者款款地再露出来。就是这样，他们两个挨得很近。在夏尔和药剂师谈天的时候，他们也进入了闲聊，但是谈来谈去，总离不开一个固定的中心，那就是他们共同的兴趣：巴黎的演出、小说的名字、新式的四对舞，他们不认识的世界，他住过的托特，他们现在住的荣镇，他们翻箱倒柜，什么都谈，一直谈到吃完晚餐。上咖啡的时候，费利西到新居去把房间准备就绪，4个客人没等多久也离席了。
勒方苏瓦太太靠着炉火的余烬已经睡着，马车手里提着一盏灯，等着把包法利夫妇送去新居。他的红头发上还沾着碎麦秆，走起路来左脚一瘸一拐。等到他用另一只手接过神父先生的雨伞，大家就上路了。全镇都已经入睡，菜场的柱子投下了长长的黑影，土地是灰色的，好像夏天晚上一样。不过医生的住宅离客店只有50步远，大家差不多立刻就互祝晚安，各走各的了。艾玛一进门廊，就觉得石灰渗出的冷气好像湿布一样落在她肩上。墙是新粉刷的，木楼梯嘎吱地响。1楼的房间没有挂窗帘，一道淡淡的白光从窗口照了进来，隐隐约约地看见树梢，还有远处在雾中半隐半现的牧场。沿河道的草地在月光下冒出水汽。房间里面横七竖八地放着5斗柜的抽屉、瓶子、帐杆、镀金的床篮，堆在椅子上的褥垫，搁在地板上的面盆。那2个搬家的人随随便便把家具放下了。他这是第4次在一个陌生的地方睡觉，头一回是进修道院的那天，第2回是到托特的那一晚，第3回是到沃比萨，而这次是第4回了。每一回似乎都在他的生活中开始了一个新阶段。他不相信在不同的地方事物会出现相同的面目。既然过去的生活不如人意，剩下来等待消磨的时光当然会更好了。第2天，他刚起床就看见实习生在广场上，他穿的是梳妆衣。他抬起头来向他打招呼，他赶快点点头，就把窗子关上。莱昂等了整整1天，等下午6点钟来到，但是他走进客店时，只看见比内先生一个人在餐桌就坐。头1天的晚餐对他来说是一件大事，在这以前，他还从来没有同一位女士一连谈过2个小时。Sans qu'il s'en aperçût, tout en causant, Léon avait posé son pied sur un des barreaux de la chaise où Madame Bovary était assise. Elle portait une petite cravate de soie bleue qui tenait droit comme une fraise un col de batiste tuyauté. Et, selon les mouvements de tête qu'elle faisait, le bas de son visage s'effonçait dans le linge où on sortait avec douceur. C'est ainsi l'un près de l'autre, pendant que Charles et le pharmacien divisaient, qu'ils entrèrent dans une de ces vagues conversations où le hasard des phrases vous ramène toujours au centre fixe d'une sympathie commune. Spectacle de Paris, titre de roman, quadrille nouveau, et le monde qui ne connaissait pas, Tost où elle avait vécu, Yonville où ils étaient. Ils examinèrent tout, parlèrent de tout jusqu'à la fin du dîner. Quand le café fut servi, Félicité s'en alla préparer la chambre dans la nouvelle maison, et les convives bientôt levèrent le siège. Madame Lefrançois dormait auprès des cendres, tandis que le garçon d'écurie, une lanterne à la main, attendait monsieur et madame Bovary pour les conduire chez eux. Sa chevelure rouge était entremêlée de brins de paille, et il boitait de la jambe gauche. Lorsqu'il eut pris de son autre main la parapluie de monsieur le curé, l'on se mit en marche. Le bourg était endormi, les piliers des halles allongeaient de grands ombres. La terre était toute grise, comme par une nuit d'été. Mais la maison du médecin se trouvant à 50 pas de l'auberge, il fallut presque aussitôt se souhaiter le bonsoir, et la compagnie se dispersa. Emma, dès le vestibule, sentit tomber sur ses épaules comme un linge humide. Le froid du plâtre, les murs étaient neufs, et les marches de bois craquèrent. Dans la chambre premier, un jour blanchâtre
passait par les fenêtres sans rideaux. On entrevoyait des cimes d'arbres et plus loin la prairie, à demi noyée dans le brouillard, qui fumait au clair de la lune selon le cours de la rivière. Au milieu de l'appartement pêle-mêle, il y avait des tiroirs de commodes, des bouteilles, des tringles, des bâtons dorés avec des matelas sur des chaises et des cuvettes sur le parquet. Les deux hommes qui avaient apporté les meubles ayant tout laissé là, négligement. C'était la 4e fois qu'elle couchait dans un endroit inconnu. La première avait été le jour de son entrée au couvent, la seconde celle de son arrivée à Tostes, la 3e à la Vaubyessard, la 4e était celle-ci. Et chacune s'était trouvée faire dans sa vie comme l'inauguration d'une phase nouvelle. Elle ne croyait pas que les choses puissent se représenter les mêmes à des places différentes. Et puisque la portion vécue avait été mauvaise, sans doute ce qui restait à consommer serait meilleur. Le lendemain, à son réveil, elle aperçut le clerc sur sa place. Elle était en peignoir. Il leva la tête et la salua. Elle fit une inclination rapide et referma la fenêtre. Léon attendit pendant tout le jour que 6 heures du soir fussent arrivées. Mais en entrant à l'auberge, il ne trouva personne que M. Binet attablé. Ce dîner de la veille était pour lui un événement considérable. Jamais jusqu'alors, il n'avait causé pendant 2 heures de suite avec une dame。怎么能用这样美妙的语言，把这么多从没讲清楚的事情对他讲得一清二楚呢？他一向胆小，非常保守，一半由于腼腆，一半由于害怕出丑。在荣镇，大家都认为他规规矩矩。他聆听成年人发表意见，似乎并不热衷政治，这对年轻人来说是很难得的。而且他多才多艺，会画水彩画，会读高音乐谱，晚餐后不打牌，就专心读文学作品。奥莫先生看重他有知识，奥莫太太喜欢他为人随和，因为他时常在小花园里陪伴那些小奥莫。这些肮脏的小家伙没有教养，有点迟钝，像他们的母亲一样。照料他们的人除了女佣之外，还有药房的小伙计朱斯坦，他是奥莫先生的远亲，药房收留了他，似乎是做好事，其实是把他当作佣人。药剂师表现的是一个再好不过的邻居，他告诉包法利夫人关于商店的情况，特意把他熟悉的苹果酒贩子找来，亲自为他尝酒，并且亲眼看着酒桶在地窖里摆好。他还指点他怎样才能买到物美价廉的黄油，并且替他和勒斯蒂布杜瓦打交道。这个教堂管事除了照料教堂和料理丧葬以外，还随主顾的心意按钟点或按年头照管荣镇的主要花园，并不单单是关怀别人才使药剂师这样亲切地巴结包法利的，关怀之下还有自己的打算。他违反了11年风月19日公布的法律，第1条严禁任何没有执照的人行医。经人暗中告发，奥莫被传唤到卢昂，去王家检察院办公室见检察官先生。这位法官穿了工服，肩上披了白釉皮饰带，头上戴了直筒无边高帽，站着传见了他。这是在早上开庭以前，他听见宪兵的笨重靴子走过通道，远处好像还有大铁锁锁牢门的声音。药剂师的耳朵嗡嗡响，仿佛就要中风倒地。他似乎关在地牢底层，一家大小都在痛哭。药房已经出卖，短颈大口瓶丢得到处都是。他不得不走进一家咖啡馆，喝一杯掺矿泉水的甘蔗酒，才能清醒过来。日子一久，对这次警告的记忆渐渐淡忘了。
他又像以前一样在药房后间看病，开一些不关痛痒的药方，但是他怕镇长怪罪，又怕同行嫉妒，所以向包法利先生大献殷勤，拉好关系，这是要赢得他的感激之心。万一他以后发现了什么，也会嘴下留情。因此每天早上，奥莫都会把他的报纸送来，而到了下午，他又总要离开药房，到负责居民健康的医生那里谈上几句。夏尔并不高兴，因为没有人来看病。Avoir pu lui exposer, et en un tel langage, quantité de choses qu'il n'aurait pas si bien dites auparavant. Il était timide d'habitude et gardait cette réserve qui participe à la fois de la pudeur et de la dissimulation. On trouvait à Yonville qu'il avait des manières comme il faut. Il écoutait raisonner les gens mûrs et ne paraissait point exalté en politique, chose remarquable pour un jeune homme. Puis, il possédait des talents. Il peignait à l'aquarelle, savait lire la clé de sol et s'occupait volontiers de littérature après son dîner. Quand il ne jouait pas aux cartes, M. Homais le considérait pour son instruction. Madame Homais l'affectionnait pour sa complaisance, car souvent il accompagnait au jardin les petits Homais, marmots toujours barbouillés, fort mal élevés et quelque peu nymphatiques, comme leur mère. Ils avaient pour les soigner, outre la bonne, Justin, l'élève en pharmacie, un arrière-cousin de M. Homais que l'on avait pris dans la maison par charité et qui servait en même temps de domestique. L'apothicaire se montra le meilleur des voisins. Il leur renseigna Madame Bovary sur les fournisseurs, fit venir son marchand de cidre tout exprès, goûta la boisson lui-même et veilla dans la cave à ce que la futaille fût bien placée. Il indiqua encore la façon de s'y prendre pour avoir une provision de beurre à bon marché et conclut un arrangement avec l'Estiboudois, le sacristain, qui, outre ses fonctions sacerdotales et mortuaires, soignait les principaux jardins d'Auville à l'heure ou à l'année, selon le goût des personnes. Le besoin de s'occuper d'autrui ne poussait pas seul le pharmacien à tant de cordialité obséquieuse, et il y avait là-dessous un plan. Il avait enfreint la loi du 10 novembre 11, article 1er, qui défend à tout individu non porteur de diplôme l'exercice de la médecine, si bien que, sur des dénonciations ténébreuses, Homais avait été mandé à Rouen près monsieur le procureur du roi, en son cabinet particulier. Le magistrat l'avait reçu debout, dans sa robe, hermine à l'épaule et toque en tête. C'était le matin, avant l'audience. On entendait dans le corridor passer les fortes bottes des gendarmes, et comme un bruit lointain, de grosses serrures qui se fermaient. Les oreilles du pharmacien lui tintèrent à croire qu'il allait tomber d'un coup de sang. Il entrevit des culs de basse fosse, sa famille en pleurs, la pharmacie vendue, tous les bocaux disséminés. Et il fut obligé d'entrer dans un café prendre un verre de rhum avec de l'eau de Sels, pour se remettre les esprits. Cependant, le souvenir de cette admonestation s'affaiblit, et il continuait, comme autrefois, à donner des consultations anodines dans son arrière-boutique. Mais le maire lui en voulait. Des confrères étaient jaloux. Il fallait tout craindre en s'attachant M. Bovary par des politesses. C'était gagner sa gratitude et empêcher qu'il ne parlât plus tard, s'il apercevait de quelque chose. Aussi, tous les matins, Homais lui apportait le journal. Et souvent, dans l'après-midi, quittait un instant la pharmacie pour aller chez l'officier de santé faire la conversation. Charles était triste, la clientèle n'arrivait pas. Il s'employa chez lui comme homme de peine.
Et même il essaya de peindre le grenier avec un reste de couleur que les peintres avaient laissé. Mais les affaires d'argent le préoccupaient. Il en avait tant dépensé pour les réparations de Tostes, pour les toilettes de madame et pour les déménagements que toute la dot. Plus de 3000 écus s'étaient écoulés en 2 ans. Puis que de choses endommagées ou perdues dans le transport de Tostes à Yonville, sans compter le curé de Plâtre, qui tombant de la charrette à un chaos trop fort, s'était écrasé en 1000 morceaux sur le pavé de Quincampoix. Un souci meilleur vint le distraire, à savoir la grossesse de sa femme. À mesure que la terme en approchait, il la chérissait davantage. C'était un autre lien de la chair s'établissant et comme le sentiment continu d'une union plus complexe. Quand il voyait de loin sa démarche paresseuse et sa taille tournée mollement sur ses hanches sans corset, quand vis-à-vis l'un de l'autre, il la contemplait tout à l'aise et qu'elle prenait, assise, des pauses fatiguées dans son fauteuil. Alors son bonheur ne se tenait plus. Il se levait et l'embrassait, passait ses mains sur sa figure, l'appelait petite maman, voulait la faire danser et débitait, moitié riant, moitié pleurant, toutes sortes de plaisanteries caressantes qui lui venaient à l'esprit. L'idée d'avoir engendré le délectait. Rien ne lui manquait à présent. Il connaissait l'existence humaine tout du long, et il s'y attablait sur les 2 coudes avec sérénité. Emma d'abord sentit un grand étonnement, puis eut envie d'être délivrée, pour savoir quelle chose c'était que d'être mère, mais de pouvoir faire les dépenses qu'elle voulait, avoir un berceau en nacelle avec des rideaux de soie rose et des béguins brodés. Elle renonça au trousseau dans un accès d'amertume et le commanda d'un seul coup à une ouvrière du village, sans rien choisir ni discuter. Elle ne s'amusa donc pas à ces préparatifs où la tendresse des mères se met en appétit, et son affection dès l'origine en fut peut-être atténuée de quelque chose. Cependant, comme Charles, à tous les repas, parlait du marmot, bientôt elle y songea d'une façon plus continue. Elle souhaitait un fils, il serait fort et brun. Elle l'appellerait Georges. Et cette idée d'avoir pour enfant un mâle était comme la revanche en espoir de toutes ses impuissances passées. Un homme, au moins, est libre. Il peut parcourir les passions et les pays, traverser les obstacles, mordre au bonheur les plus lointains. Mais une femme est empêchée continuellement, inerte et flexible à la fois. Elle a contre elle les mollesses de la chair avec les dépendances de la loi. Sa volonté, comme le voile de son chapeau retenu par un cordon, palpite à tous les vents. Il y a toujours quelque désir qui entraîne, quelque convenance qui retient. Elle accoucha un dimanche, vers 6 heures, au soleil levant. « C'est une fille, dit Charles. » Elle tourna la tête et s'évanouit.他一坐就是好几个小时，一句话也不说，不是在诊室里睡觉，就是看太太缝衣服。为了消磨时间，他在家里干粗活，甚至是用漆匠剩下来的油漆给顶层添上颜色。不过他最操心的还是钱财大事，他花了那么多钱来修理托特的房屋，为夫人买化妆品，还有搬家。结果3000多金币的价资在2年内就用完了。再说从托特搬到荣镇，损坏了多少东西，又丢失了多少，还不算那座神府的石膏像，因为颠簸得太厉害，从大车上掉了下来，在坎康布瓦的石板路上摔得粉碎了。还有一件他乐于操心的事，
那就是他的妻子怀孕了，分娩期越来越近，他也越来越疼她。这是在建立另外一种血肉的联系，好像连续不断地感到他们的结合越来越复杂了。当他在远处看见他走路懒洋洋的样子，胯骨以上没穿束腰的身子软绵绵地转动，当他们面对面地坐着，他随心所欲地瞧着他在扶手椅上没精打采的模样，那时他幸福地憋不住了。他站起来拥抱他，用手摸他的脸，教他做年轻的小妈妈，想要他跳舞，有时笑又是哭，想到什么就说什么，滔滔不绝地开着各种各样亲热的玩笑。想到要生孩子，他陶醉了。现在他什么也不缺，他认识了人生的整个过程，于是就把胳膊肘凭着人生的餐桌，从从容容地享受人生。艾玛起先觉得非常惊奇，后来又急于分娩，想要知道做母亲是怎么回事，但是她不能随心所欲地花钱了，买一个有玫瑰罗帐的摇篮，几顶绣花的铜帽。于是一气之下，她就懒得管婴儿的穿着，通通向村里的一个女工订货，既不挑选也不商量。这样一来，她就享受不到准备工作的乐趣。而在准备当中，母爱是会变得津津有味的，她的感情从一开始也许就缺了什么东西，就冲淡了。相反，夏尔却每餐不忘谈到他们的小把戏，久而久之，他想到他的时候也会越来越想念了。他希望生一个儿子，身体强壮，头发褐色，他要叫他乔治。这个生男孩子的念头就好像希望弥补了一个女人无所作为的过去一样。一个男人至少是自由的，可以尝遍喜怒哀乐，走遍东西南北，跨越面前的障碍，抓住遥远的幸福。可对一个女人却是困难重重，她既没有活动能力，又得听人摆布，她的肉体软弱，只能依靠法律保护。她的愿望就像用绳子系在帽子上的面纱，微风一起，她就蠢蠢欲动，总是受到七情六欲的引诱，却又总是受到清规戒律的限制。一个星期天早晨6点钟，太阳出来的时候，她分娩了，是个女儿。夏尔说，她头一转就昏过去了。奥莫太太差不多立刻跑过去吻她。金氏客店的勒方苏瓦太太也不落后，药剂师懂得分寸，只在半开半闭的门口临时说了几句道喜的话。他想看看婴儿，并且说他长得很好。坐月子期间，他挖空心思给女儿起名字。他先考虑有意大利字尾的，如克拉蕾、路易莎、阿芒达、阿达拉。他相当喜欢加山德，但又更喜欢伊瑟或莱奥卡蒂。夏尔希望孩子用母亲的名字，艾玛反对。他们把历史书从头翻到尾，甚至见人就问。莱昂先生，药剂师说，前一天和我谈起这件事，他问你们为什么不选德马兰这个非常走俏的名字，但是包法利奶奶大喊大叫，不能用一个罪人的名字。于是奥莫先生，他偏爱伟大的人物、光辉的事件、高贵的思想，因此他给他的4个孩子命名时，就是根据这套道理。拿破仑代表光荣，富兰克林代表自由，伊尔玛也许是对浪漫主义的让步，阿达利却表示对法兰西舞台上不朽杰作的敬意。因为他的哲学思想并不妨碍艺术欣赏，思想家并不抑制感情的流露，他分得清想象和狂想。例如这部悲剧，他只摘思想，却欣赏风格；他诅咒全剧的构思，却称赞所有的细节。
他厌恶剧中的人物，却热爱他们的对话。当他读到得意之笔，不禁手舞足蹈，想到教士以权谋私，又不免悲愤交加。这样百感交集，无法自拔，既想亲手为拉辛戴上桂冠， et le trouva bien conformé. Pendant sa convalescence, elle s'occupa beaucoup à chercher un nom pour sa fille. D'abord, elle passa en revue tout ce qui avait des terminaisons italiennes, telles que Clara, Luisa, Amanda, Atala. Elle aimait aussi Galsund, plus encore Isu ou Léocadie. Charles désirait qu'on appelait l'enfant comme sa mère. Emma s'y opposait. On parcourut le calendrier d'un bout à l'autre et l'on consulta les étrangers. Monsieur Léon, disait le pharmacien, avec qui j'en causais l'autre jour, s'étonne que vous ne choisissiez point Madeleine, qui est excessivement à la mode maintenant. Mais la mère Bovary se récria bien fort sur ce nom de pécheresse. Monsieur Homais, quant à lui, avait en prédilection tout ce qui rappelait un grand homme, un fait illustre ou une conception généreuse. Et c'est dans ce système-là qu'il avait baptisé ses 4 enfants. Ainsi, Napoléon représentait la gloire et Franklin la liberté. Irma, peut-être, était une concession au romantisme. Mais Athalie un hommage au plus immortel chef-d'œuvre de la scène française, car ses convictions philosophiques n'empêchaient pas ses admirations artistiques. Le penseur chez lui n'étouffait point l'homme sensible. Il savait établir des différences, faire la part de l'imagination et celle du fanatisme. De cette tragédie, par exemple, il blâmait les idées, mais il admirait le style. Il maudissait la conception, mais il applaudissait à tous les détails et s'expirait contre les personnages, en s'enthousiasmant de leurs discours. Lorsqu'il lisait les grands morceaux, il était transporté, mais quand il songeait que les calotins en tiraient avantage pour leur boutique, il était désolé. Et dans cette confusion de sentiments où il s'embrassait, il aurait voulu tout à la fois pouvoir couronner Racine de ses 2 mains et discuter avec lui pendant un bon quart d'heure. Enfin, Emma se souvint qu'au château de la Vaubyessard, elle avait entendu la marquise appeler Berthe, une jeune femme. Dès lors, ce nom-là fut choisi. Et comme le père Rouault ne pouvait venir, on pria M. Homais d'être parrain.